Et il est vraiment bien ce film. Je suis sûr en plus il y a plein d'anecdotes dessus. Ça serait bien que j'en fasse une vidéo, non? Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo Movie Story sur Dunkerque. Cette vidéo contient à un moment du spoil, mais ce sera prévenu juste avant, donc ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas vu le film, vous pouvez quand même rester. C'est lorsqu'il naviguait tranquillement vers Dunkerque en 1992 que l'idée de ce film est apparue pour la première fois dans l'esprit de Christopher Nolan. Mais à l'époque, il ne mesurait certainement pas l'ampleur que ce projet allait prendre. Il ne savait pas encore qu'il allait devenir le deuxième réalisateur le mieux payé de l'histoire avec ce film, ni que Quentin Tarantino allait nommer Dunkerque comme son deuxième film préféré de la décennie. Ce n'est même pas sûr qu'il avait déjà l'idée de diviser le film en trois parties, la terre, la mer et le ciel, qui sont respectivement représentés par le blanc, le bleu foncé et le bleu clair dans le titre. On aura l'occasion de le revérifier à plusieurs reprises dans cette vidéo, mais Christopher Nolan a, comme dans tous ses films et pour renforcer l'immersion, utilisé le moins d'effets numériques possible. Le tournage a donc principalement lieu sur la vraie plage de Dunkerque et très peu en studio. D'ailleurs, avant d'aller tourner là-bas, la production a vite été confrontée à un problème. La passerelle qui dominait la plage et qui allait être un élément clé du film avait été détruite depuis la Seconde Guerre mondiale. Pour les biens du tournage, cette passerelle blanche nommée The Mole a donc été reconstruite en 12 semaines à partir des plans originaux. Et c'est seulement ensuite que les 1500 figurants accompagnés de cartons en forme de soldats taille réelle ont pu venir et être placés sur la plage. Ah oui, et c'est aussi sur cette même plage que Christopher Nolan a trouvé un bouton d'uniforme authentique d'un soldat anglais dans le sable. Pour en finir avec les anecdotes terrestres, en vous baladant dans Dunkerque sur Google Street View, vous remarquerez que la rue qui est filmée pour la scène d'ouverture du film est barricadée. Et si vous vous demandez pourquoi, c'est tout simplement parce qu'au moment où la voiture de Google est passée dans Dunkerque, le tournage du film était en cours à cet endroit. Pour toujours une meilleure immersion, l'entièreté des bateaux du film sont de vrais navires, que ce soit les destroyers ou les embarcations civiles. En tout, plus de 60 bateaux apparaissent à l'écran, dont 12 originaux qui étaient déjà présents à cet endroit en 1940. Mais ça ne fait pas tout d'avoir du bon matériel. Pour que les scènes marines soient réussies, il fallait aussi savoir capter la bonne émotion et retranscrire l'ambiance recherchée. Et c'est également quelque chose que Nolan réussit parfaitement. Logique, quand on sait qu'il a lui-même fait la traversée de la Manche en 19 heures par un temps épouvantable dans une petite embarcation. Et tout ça avant même de commencer l'écriture du scénario. Et enfin, dans cette partie de la vidéo, je vais vous parler d'une anecdote sous-marine. Vous le savez sûrement, mais le film a été tourné en pellicule avec des caméras IMAX, comme tous les films de Christopher Nolan d'ailleurs. Et un jour de tournage, une caméra qui devait filmer des plans sous l'eau est restée submergée bien plus longtemps que prévu. Et elle s'est remplie d'eau. Heureusement, le réalisateur a utilisé une technique pour garder les films humides et a envoyé la caméra à Los Angeles. Là-bas, ils ont réussi à sauver tous les rushs, donc aucune perte. Encore et toujours pour une question de réalisme, les scènes à l'intérieur des cockpits des avions ont vraiment été tournées dans de réels avions en vol. L'acteur était filmé dans le cockpit avant tandis qu'un aviateur pilotait l'avion depuis le cockpit arrière. Ensuite attention parce qu'on passe dans une petite partie spoiler, donc allez jusqu'au timecode indiqué sur l'écran si vous n'avez pas vu le film et que vous ne voulez pas être spoilé. Donc, comme vous le savez, l'avion de Tom Hardy, j'ai oublié le nom de son personnage, désolé, il se pose sans carburant sur la plage du côté allemand à la fin du film. Et bien cette action est un fait historique, car il s'est passé exactement la même chose en 1940. D'ailleurs, pour tourner cette scène, la production n'avait qu'une fenêtre de 45 minutes avant que la marée ne monte. Jusque-là, tout allait bien, mais après la prise, l'avion est resté coincé dans le sable. Tout le plateau était en panique, mais heureusement, il a été décoincé avant que la marée n'arrive. Enfin, pour en finir avec cette scène, je peux vous dire que le pilote qui a fait atterrir l'avion est Dan Friedkin. Mais qui est Dan Friedkin? Telle est la question. En fait, c'est un milliardaire qui possède énormément d'avions de guerre. Et quand je dis énormément, je déconne pas. Il est la deuxième personne au monde après la reine d'Angleterre à posséder le plus de Spitfire. Et c'est à lui qu'appartiennent tous les avions utilisés lors du tournage du film. Bon, sinon, depuis tout à l'heure, je fais que de vous parler de vrais avions, mais faut pas déconner, toutes les scènes du film ont pas été tournées avec des Spitfire authentiques non plus. Nolan a tout de même utilisé une quarantaine de modèles réduits télécommandés de 2 mètres de long quand même, hein, faut pas déconner.
Bon, maintenant qu'on a parlé du sol, de la mer et du ciel, je vais vous parler des anecdotes concernant le casting et l'équipe technique. Pour ce projet, Christopher Nolan s'est entouré de personnes qu'il connaissait bien. C'est donc sa 7e collaboration avec Michael Caine qui prête sa voix à un chef de vol, sa 3e collaboration avec Tom Hardy et sa 2e collaboration avec le directeur photo Hoyteton Hoytema. Mais il s'est également entouré de nouvelles personnes et a par exemple choisi 2 acteurs qui faisaient leur première apparition au cinéma, c'est-à-dire Fionn Whithead et Harry Styles. Et s'il a fait ça, c'est pour montrer l'inexpérimentation des soldats à l'époque. Parce que pendant l'écriture du film, il est allé parler à 3 vrais vétérans de la bataille de Dunkerque et il a été particulièrement surpris par l'inexpérimentation des soldats à l'époque de cette évacuation. Ah, et j'oubliais de dire, on voit l'acteur Will Bon bref, on voit ce mec dans le film. Et ce qui est plutôt fou, c'est que son grand-père avait déjà joué avant lui dans un film homonyme sorti en 1958. Mais là, depuis tout à l'heure, on parle de toutes les collaborations. Mais il y a un truc qui me dérange. Je crois que j'oublie quelqu'un. Je l'ai sur le bout de la langue, Mais oui, Hans Zimmer, comment j'ai pu l'oublier? Alors, pour ceux qui ne sauraient pas, Hans Zimmer, c'est l'un des plus grands compositeurs de musique de films de l'histoire. Et c'est un peu le gars sûr de Christopher Nolan, parce qu'ils ont déjà fait 6 films ensemble. D'ailleurs, tant qu'on parle de Hans Zimmer, sa musique a un rôle extrêmement important dans le film. Et l'élément principal de la BO, ce sont les tic-tac, tic-tac qui retentissent pendant tout le film. Et bien en fait, ces fameux tic-tac sont des enregistrements, modifiés bien sûr, d'une montre personnelle appartenant au réalisateur. Et enfin, je peux vous dire que Hans Zimmer a écrit la BO du film comme une seule pièce découpée en plusieurs morceaux, ce qui est assez rare pour être noté. Bon, et bah effectivement, il y avait plein d'anecdotes à dire sur ce film. Maintenant, il nous reste une chose chacun à faire. Toi, il te reste à mettre un pouce bleu si la vidéo t'a plu et à t'abonner à la chaîne si tu veux en voir plein du même style. Et moi, il me reste plus qu'à terminer le film. Donc je vous laisse et puis je me remets le film. Allez, coupez!